Chers amis résistants, bonjour. En ce mardi 5 mai, je viens avec vous commenter, un peu comme chaque semaine, l'actualité, en partant toujours, comme aurait dit notre regretté ami François Cavana, en partant du petit coin de l'ignorant qui ne demande qu'à s'instruire. Ce que les événements mondiaux nous apprennent, c'est que l'humanité finalement est vulnérable. On se croyait dans une société un petit peu invincible, où de progrès en progrès, d'avancée en avancée, de conquête en conquête, l'homme devenait inaccessible pour les périls naturels. Cette pandémie nous rappelle qu'il n'en est rien et que face à un petit virus, l'humanité tout entière, tous les plus grands laboratoires de la planète sont désarmés et ne peuvent pas protéger les populations avant de nombreux mois, c'est-à-dire bien avant que le virus ait bien voulu nous foutre la paix, ce que l'on peut espérer qu'il fera dans un mois. Oh non pas, ce n'est pas une prédiction, je ne vous prévois rien du tout, mais on peut espérer seulement que dans un mois nous en saurons plus et que peut-être le Covid-19 aura la bonne idée, sans attendre que les scientifiques aient trouvé une parade, de laisser l'humanité en paix, de régresser, ce que font souvent les virus en pareille situation. Mais ce n'est qu'une espérance, on peut aussi redouter qu'il en est autrement. Qu'est-ce que l'affaire nous inspire sur le plan biologique et scientifique ? Nous savons que lorsque des espèces sont concentrées quelque part et d'une manière très abondante, cela favorise le développement des agents pathogènes. Et ce, quels que soient les êtres impliqués. Prenons une forêt. Vous avez une forêt, vous ne mettez qu'une essence d'arbre, une seule essence d'arbre. Ce que les hommes ont tendance à faire, puisqu'ils transforment les rivières en voies navigables et les forêts en usines à bois. Eh bien, dans une usine à bois, les humains ne plantent qu'une variété d'arbres. Que se passe-t-il ? Si des champignons apparaissent, des virus, des bactéries, des parasites quelconques, ou des ravageurs insectes, eh bien, comme il n'y a qu'une seule essence, l'agent pathogène se développe d'une manière très rapide et détruit carrément la forêt, alors que lorsqu'il y a plusieurs espèces dans une forêt, la biosphère résiste beaucoup mieux parce que chaque agent pathogène se trouve limité par le nombre de ses victimes. Il en est de même avec les élevages d'animaux. Si vous concentrez des milliers de dindes, de canards ou de porcs quelque part, dans ces usines à viande que sont les élevages concentrationnaires, vous êtes obligé de déverser des quantités importantes d'antibiotiques pour protéger ces populations. Et vous savez que d'ailleurs la majorité des antibiotiques utilisés dans le monde ne le sont pas pour les humains mais pour les animaux, parce que les conditions d'élevage sont telles que les agents microbiens se développent dans ces grands élevages concentrationnaires où ils ont la chance de trouver des milliers d'individus de la même espèce. Donc ça permet à chaque agent pathogène sélectionné de se développer. Eh bien, il en est de même pour les virus humains. L'humanité est maintenant très abondante, on est 7,5 milliards sur la planète, on sera bientôt 9 puis 10 milliards. Les gens grouillent en tous sens, vont d'un continent à l'autre en quelques heures. C'est évidemment un milieu très 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 favorable pour le développement des agents pathogènes. Voilà ce que l'affaire actuelle nous apprend pour celui qui, dans le coin de l'ignorant, ne demande qu'à s'instruire et à comprendre ce qui se passe dans le monde. Que va-t-il advenir après cette pandémie qui passera, comme toutes les autres ont passé, depuis les choléras et les pestes de l'Antiquité en passant par la grippe espagnole, qui a duré quand même 18 mois et qui a fait 40 ou 50 millions de morts dans le monde, eh bien, celle-ci passera comme les autres, et espérons un peu plus vite et avec moins de victimes. Et les gens se disent, mais il y a un monde d'après qui sera différent du monde d'avant. Malheureusement, il n'en est rien. Vous savez, les philosophes, les essayistes, les moralistes savent bien qu'il y a dans l'humain plus de bons que de mauvais. Oui, il faut être optimiste, il faut être optimiste, ça va être candide, mais il faut être optimiste. Je pense qu'effectivement, chez l'être humain, il y a plus de bons que de mauvais. Et l'homme est beaucoup plus capable de belles et de bonnes et de grandes actions que de vilainie. Mais les cons et les salauds, ça existe. Vous en rencontrez, vous en entendez parler.
Et comme le dit l'adage, quand les dégoûtés se retirent, il ne reste plus que les dégoûtants. Et il y en a quelques-uns. Hein? Ils seront toujours là. Ils seront toujours là. L'humanité ne sera pas guérie de ses pulsions négatives, de ses pulsions de mort, de sa thanatophilie, ni de sa cupidité vorace et maladive qui anime certains dirigeants. Dirigeants qui veulent, vous savez, sans cesse réduire la dépense publique, le nombre des agents publics, et faire plier, s'écraser les pauvres salariés pour servir les intérêts d'une caste privilégiée et parasite de gens qui pillent la terre, massacrent la nature et exploitent les hommes. Ils seront toujours là. J'ai d'ailleurs lu, comme vous, une lettre confidentielle, qu'il se voulait confidentielle, du MEDEF, adressée au gouvernement français, lui demandant d'assouplir les conditions du droit du travail pour que les salariés puissent relancer la machine économique et aussi renoncer à certaines normes environnementales pour que les entreprises n'aient pas à supporter le lourd boulet au pied des réglementations qui protègent l'environnement et la santé publique. C'est lamentable. C'est pour cela d'ailleurs que le MEDEF ne souhaitait pas rendre publique cette lettre qui le déshonore. Mais enfin, nous savons très bien ce qu'il en est de certains individus qui, pour faire de l'argent, feraient n'importe quoi et font n'importe quoi et détruisent quotidiennement la nature et sacrifient les intérêts humains. Donc ces gens-là existent toujours. De même qu'existent dans notre administration quelques hauts fonctionnaires qui tiennent plus de Maurice Papon que de Jean Moulin et qui donnent des autorisations, par exemple de tirer sur des corvidés. Ben oui, même en ces périodes de confinement, on a vu certains petits papons donner des autorisations de tir sur ces oiseaux dont l'intelligence surprend ceux qui les étudient, que sont les corvidés, parce que des maniaques ont besoin de se défouler avec leurs gros fusils pour aller tirer des corbeaux au printemps ou des pigeons dans les villages. Et ça me rappelle une anecdote que je voudrais vous conter. Il y a une bonne dizaine d'années, de 13 ans exactement, j'avais écrit un petit article qui s'appelait « La chasse aux rats ». Et la chasse aux rats, en fait, c'était le titre d'un chapitre de quelqu'un qui avait narré ce qui se passait autour du ghetto de Varsovie en 1943. Il y avait là des gens cultivés, sachant lire, pas des analphabètes, pas des êtres primaires, non, des êtres qui avaient été à l'école, qui appartenaient à une nation qui était parmi les plus policées d'Europe. Et ces gens-là, qui étaient dans la SS, mais qui étaient des gens très cultivés, qui aimaient la musique classique, qui étaient des gens raffinés, et qui dans le cadre familial étaient des gens de bonne fréquentation, s'amusaient à tirer sur les gamins qui sortaient du ghetto de Varsovie. Ils appelaient ça faire la chasse aux rats. Parce que pour eux, ces enfants qu'ils tiraient n'étaient pas des êtres humains comme eux. Ils appartenaient à une autre espèce, comme on dit en allemand, Untermensch, des sous-hommes. De même, on avait vu en Lituanie des soldats nazis s'amuser à lancer des bébés en l'air et à leur tirer dessus, parce qu'il fallait exterminer des races inférieures qui n'étaient pas de la même espèce. Et moi, je venais de lire un article dans un quotidien régional de Dordogne, où dans un village, des chasseurs avaient été autorisés à tirer sur des pigeons dans le village, et il y avait là, dans un bistrot en face, des gens qui applaudissaient toutes les fois qu'un pigeon tombait. Et j'ai fait le rapprochement entre ces deux récits que je venais de lire. Pour le nazi qui tire sur un Untermensch, un sous-homme, et qui le tue sans aucun scrupule, et la joie, la jubilation stupide de ces beaufs qui s'amusent à voir tomber des oiseaux que l'on abat sans aucune raison, sans aucune nécessité vitale. Et j'avais fait ce rapprochement qu'a fait avant moi des philosophes comme Hannah Arendt, qui, commentant le procès à Eichmann en 1961,
avait écrit sur la banalité du mal, c'est-à-dire le fait qu'un homme ordinaire, un homme comme vous en rencontrez tous les jours, quelle que soit sa nationalité, quelles que soient ses origines, pouvait, dans certaines circonstances, être amené à faire des choses d'une cruauté invraisemblable, inouïe. Et cette banalité du mal, nous la retrouvons aujourd'hui. Nous la retrouvons dans notre société, où il y a des gens qui se livrent sur d'autres personnes, parfois sur des enfants. Il y a des faits divers qui nous racontent que des gens tuent leurs enfants. Cela arrive. Il y a des faits divers comme cela. Et vous avez ces gens qui s'amusent à faire de la mort un jeu ou un loisir, que ce soit à l'encontre d'autres êtres humains, considérés comme des races inférieures, que ce soit à l'encontre d'animaux, c'est-à-dire des êtres qui ressentent comme vous et moi le principe du plaisir des plaisirs, et ils en font un jeu. Et ça, je trouve ça, voyez-vous, absolument abject, immonde, inqualifiable. Alors, suite à cet article, je me souviens que un avocat habituel du chasseur avait eu l'impudence d'engager contre moi un procès en diffamation devant le tribunal correctionnel de Lyon. Comme me l'avait dit l'ami, il m'a dit au fond, un procès en diffamation, ça vaut 3 décorations. Surtout quand on a l'idée que j'ai des décorations, vous voyez ce que j'en pense. Alors parfois, un procès en diffamation fait par des gens qui méritent de l'être, c'est en effet un grand honneur, c'est même le plus grand honneur qu'on puisse nous faire. Ils ont fait ce procès en diffamation qu'ils ont perdu. Ils ont même été condamnés à nous verser des dommages et intérêts. Ils ont perdu ce procès. Mais alors, ce qui m'avait beaucoup fait sourire, mes amis, et ça me permettra de vous le raconter aujourd'hui, c'est que cet avocat, plaidant contre moi dans la salle d'audience, nous racontait que le jeune chasseur, comme s'il existait encore des jeunes chasseurs, il n'y en a plus, bon, d'accord, le jeune chasseur, avant de partir le dimanche matin à la chasse, lit les articles de M. Charlois, et cela lui fait beaucoup de peine. Bon, avouez que c'est cocasse, remarquez, s'il lit mes articles, il ne va pas aller longtemps à la chasse, le jeune chasseur. Bon, alors, ça, ils ont perdu leur procès. Mais voyez-vous, la banalité du mal est toujours là. Et quelles que soient les épreuves qui affectent l'humanité, vous aurez toujours des gens de bien qui ressentiront pour autrui, pour les plus humbles des hommes, de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance. Et puis d'autres qui vont continuer à faire de la mort ou de la souffrance qu'ils infligent à autrui, des blessures qu'ils infligent à autrui, une source de plaisir. Je veux dire par là que, dans la vie, malheureusement, ça vous arrive, ça nous arrive à nous, de faire mal ou de provoquer des accidents. Mais qui le fait par plaisir? Les pervers. Les pervers. Et les pervers existent. Je vous souhaite de ne pas en rencontrer. Si vous en rencontrez, faites un grand détour. Mettez-les dans un cercle d'éviction. Éloignez-vous d'eux. Ce sont des gens qui font du mal. Et ils existent encore. Et ils existent encore. Oui, pour moi, je vous en parle assez souvent, mais la chasse est une saloperie. C'est une saloperie parce que c'est la rencontre immonde du plaisir d'un homme et de la souffrance d'un être. Mais ça, voyez-vous, que des gens un peu débilets ou un peu archaïques le soient, je le conçois. Mais que des autorités politiques, des présidents, des ministres, des préfets, prêtent la main à ces beaufreries, je trouve ça minable de leur part. Et je leur dis, vous êtes des petits papons et non des Jean Moulin. Honte à vous de continuer à faire le mal ou à le laisser faire, ce qui revient au même. L'essentiel, voyez-vous, c'est de promouvoir le vivant et de promouvoir une société beaucoup plus empathique, beaucoup plus fondée sur l'entraide et beaucoup moins sur la concurrence, la compétition, ce qui condamne aussi le libéralisme économique, ce libéralisme dans lequel c'est la loi de la jungle, où certains écrasent les autres, et ceux qui écrasent les autres ne sont pas les meilleurs, ce sont les moins scrupuleux, les moins honnêtes, les moins respectueux. Allez mes amis, on continue, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et je vous remercie de participer à la diffusion de cette chronique. À bientôt.